La province du Sourou, jadis dans la quiétude, est tourmentée depuis le début de l'année par des groupes armés terroristes. Les populations désemparées se ruent dans leur majeure partie à Tougan, la capitale. Dans cette édition, nous vous proposons le témoignage exclusif d'un déplacé qui appelle à l'aide. Et puis cet appel du chef d'état-major général des armées à la mobilisation des populations derrière les forces armées nationales pour la reconquête du territoire national. C'est un appel lancé hier dans un communiqué où le chef d'état-major général des armées condamne avec fermeté les agissements des militaires dans l'altercation survenue au quartier Nagren de Ouagadougou. Enfin, cette grosse inquiétude des supporters de l'ASFA Yenega, l'équipe sera-t-elle ou non du championnat national qui s'ouvre ce 13 janvier? On ne le sait pas encore, mais hier, au passage de notre équipe sur le terrain d'entraînement de l'équipe, le constat n'était pas du tout reluisant. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous ouvrons ce journal par le cri de détresse des populations de la province du Sourou, elles qui ont entamé la nouvelle année dans l'inquiétude totale. En effet, depuis le début de 2023, leur localité est la cible de groupes armés terroristes qui font leur dictat, les obligeant à se réfugier à Tougon, chef-lieu de la région. Ne sachant plus à quel sein se vouer, ces victimes en appellent au secours de l'État. Un des déplacés que nos équipes ont rencontrés nous retrace le calvaire qu'ils vivent depuis ces dernières semaines. Vous allez le voir dans son témoignage, le ciel s'est assombri dans le Grand Sourou. Depuis janvier 2023, le Grand Sourou est aujourd'hui sous la menace d'hommes armés qui ont fait des tueries sur des passagers, sur des populations. Les mots traduisent ici une situation difficile à expliquer. La peur au ventre, c'est ce que ressent encore notre interlocuteur que nous nommons Ali. Il est ressortissant de Tougan, capitale de la province du Sourou. Depuis le début de l'année, plusieurs villages environnants de la localité sont sous la menace des groupes armés terroristes. Ajouté aux attaques à répétition, les populations sont obligées de fuir les localités d'origine pour trouver refuge à Tougan. Ali fait partie des déplacés. Le 3 janvier 2023, il y a eu des assassinats sur des civils, où un enseignant, un ami qui a perdu la vie. Il y a eu aussi un grand commerçant qui a été assassiné, des maçons qui ont été tués à la date du 3 janvier 2023 dans les environs de Djurum. Si bien que depuis que cette date-là, aussi la population de Djurum et de Gassan ont reçu l'ultimatum de quitter. Et souvent les ultimatums là, c'est donné en 24 heures et souvent même en 72 heures. Et depuis cette date, c'est une grande masse de population qui rallie Tougan et d'autres rallient Touma. Impuissant face à la situation, ce ressortissant du Sourou appelle les autorités à la rescousse afin d'éviter de donner une couleur sombre à la crise humanitaire. Nous sommes dans une situation où la crise sécuritaire est en train de causer aussi une crise humanitaire dans la province du Sourou. Donc dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, c'est de donner une réponse aux besoins sociaux de base à ces populations qui viennent dans la ville de Tougan sans abri, sans logement, sans nourriture, qui ne savent pas à quel sein se vouer. En attendant que ce cri de cœur soit entendu sur les réseaux sociaux, des voix se lèvent appelant à une mobilisation générale de soutien aux milliers de populations en détresse. Venons-en à cette autre actualité qui défraie la chronique dans la capitale burkinabé depuis ce week-end. Vous l'aurez deviné, il s'agit de l'altercation qui a éclaté entre des populations civiles et des militaires au quartier Nagren de Ouagadougou. Au cœur de la discorde, une mésentente entre un jeune du quartier et un militaire qui convoiterait une même demoiselle selon les témoignages qui nous sont parvenus. La situation va dégénérer par la suite quand un groupe de militaires fait irruption dans la zone pour une bastonnade généralisée au cours de la nuit. En riposte, les jeunes du quartier vont incendier les engins des soldats.
Voilà un incident qui n'est pas de nature à renforcer la cohésion sociale. Dans un communiqué publié hier, le chef d'état-major général des armées condamne justement avec fermeté ces agissements qui déshonorent les forces armées nationales et ternissent leur image. Dans ce contexte qui appelle civils et militaires à l'union et à la solidarité pour lutter efficacement contre le terrorisme. Il annonce par ailleurs que des mesures conservatoires ont été prises en interne et les militaires fautifs seront sanctionnés conformément au règlement de discipline générale. Voyons maintenant ce bel exemple de solidarité entre forces de défense et de sécurité que le chef d'état-major général des armées souhaiterait voir se multiplier. Les faits se déroulent à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre quand les membres de l'association Le Vivre Ensemble Siguidia décident de témoigner leur solidarité aux FDS qui ont veillé au grain pour permettre aux différentes populations de fêter dans la quiétude. Majid Bakou. Les mains chargées de café, du thé et de la boisson énergisante, les membres de l'association Le Vivre Ensemble Siguidia tiennent compagnie aux forces de l'ordre. De carrefour en carrefour, ils servent du thé, de l'eau minérale et du jus à ces hommes de tenue qui régulent la circulation. Une manière de leur permettre de se réchauffer en cette veillée de la Saint-Sylvestre. Cette initiative se veut aussi une manière de renforcer les liens entre les FDS et la population. Nous sommes ce soir aux côtés des FDS pour leur donner de l'eau, de la boisson et du thé. C'est pour leur témoigner notre solidarité, notre gratitude pour tout ce qu'ils font pour nous. Sécuriser, laisser sa famille en se réveillant, venir sécuriser les artères de la ville, ce n'est pas du n'importe quoi. Il faut les encourager, les prouver que non, nous sommes tous les fils et filles de ce pays. Nous voulons dire aux FDS que nous sommes avec eux et nous allons avoir une franche collaboration pour qu'il y ait réellement un renforcement des liens entre les FDS et les civils, surtout les jeunes. Actuellement, vous voyez que la plupart des victimes du terrorisme, ce sont des jeunes. Et ceux qui sont sur le terrain aussi, les terroristes, c'est vrai qu'on ne les connaît pas comme ça, mais il faut reconnaître qu'il y a des jeunes. Donc s'il y a une franche collaboration entre FDS et civils, je pense qu'on veut venir à bout. Dans la soirée du 31 décembre, l'association était dans les services de la police nationale et municipale pour leur remettre des paquets de thé, de café et de la boisson. Un reportage de Thomas Koukayaou avec la voix de Majid Bakouan. À Bobo-Dioulasso, on y reste pour parler de cette bonne moisson des éléments de la police nationale du commissariat de Dafra. Leurs enquêtes ont permis de retrouver divers objets volés, des objets remis à leurs propriétaires respectifs qui saluent les efforts de la police nationale. Salomon Tapsoba, Soto et Justin Dabiré pour plus de précisions. Florence Combasséré avait été victime de cambriolage dans son restaurant 6 au secteur 24 à Bobo-Dioulasso dans la nuit du 15 décembre 2022. Un cambriolage au cours duquel elle avait perdu sa bouteille de gaz et une caisse de boisson. Issoufou Pankolo lui avait été victime de vol de sa motocyclette à son domicile en mars 2022. Ce matin, c'est tout heureux qu'ils retrouvent leur objet volé grâce aux éléments de la police nationale du commissariat de l'arrondissement de Dafra. La moulette a été volée depuis mars 2022. On m'a appelé hier de venir voir que ça a été retrouvé. Je suis trop content du travail abattu par les policiers et puis par la population même. Vraiment, je remercie la police. Ils font du bon travail. Vraiment, je n'ai pas les mots pour les remercier. Vraiment, merci beaucoup. Le matériel saisi par les éléments de la police nationale est composé en haut de 11 engins à 2 roues, de 3 bouteilles de gaz de 6 kg, d'une télévision, de 2 charrettes, d'un tricycle et d'une caisse de boisson. Et la majeure partie des victimes se trouvent à Bobo-Dioulasso. Et il y en a aussi qui se trouvent hors de la ville. Il y a d'autres qu'on a pu contacter qui sont là actuellement ce matin pour entrer en possession de leurs objets. Il y a d'autres aussi également qu'on n'a pas pu contacter, mais nos investigations vont se poursuivre afin de pouvoir les toucher pour qu'ils viennent entrer en possession de leurs objets volés. Les cerveaux du groupe ont tous été interpellés et puis déférés au parquet, et de même que les recélets. Le commissaire de police Ousmane Nakanabo invite la population à plus de vigilance afin de ne pas tomber dans le piège des présumés malfrats.
Nous profitons de vos différents canaux de communication et réitérer notre invite à l'endroit de la population à participer davantage à la coproduction de la sécurité à travers cette culture de la sécurité collective. Je cite, « La sécurité de chacun se repose dans la solidarité de tous ». Toutefois, nous les invitons à plus de vigilance afin d'éviter de tomber dans les pièges de ces malfrats et nous signaler tout cas suspect dont ils auront connaissance à travers les numéros verts 1010, le 17 ou le 16. Ousmane Nakanabo n'a pas manqué également de remercier la population dont la collaboration a largement contribué à l'identification des objets volés et à l'arrestation de certains présumés auteurs. Et puis, rappelez-vous, le rapport d'audit de la Cour des comptes paru en décembre dernier révèle des irrégularités dans la collecte des recettes concernant les permis de recherche d'or au Burkina Faso. Au titre de ces irrégularités, il y a entre autres l'indisponibilité du logiciel électronique Mining Cadastre, un système informatisé d'octroi des permis, des retards dans le traitement des dossiers des demandeurs de ce précieux sésame ou encore des difficultés à retrouver certains contribuables au moment de recouvrer des taxes. Autant de dysfonctionnements qui engendrent des manques à gagner de plus de 15 millions de francs CFA dans les caisses de l'État, nous dit Archimède Boy. 15 280 317 francs CFA. C'est le total des restes à recouvrer par l'État burkinabé concernant les taxes superficielles dans le domaine minier sur la période 2017-2020. Ces chiffres émanent de l'audit de la Cour des comptes publié en décembre dernier. Une enquête qui visait à vérifier si les opérations de collecte des recettes liées au permis de recherche minière sont conformes au code minier adopté en 2015. Des principales conclusions de ce rapport, il ressort premièrement que le ministère en charge des Finances ne recouvre pas intégralement et dans les délais les liquidations des taxes, redevances et autres frais spécifiques liés au permis de recherche d'or. Ce document explique que cette situation est due à des difficultés pour retrouver certains contribuables, aux demandes d'échéanciers de paiement par tranche de certains détenteurs de permis et à la notification tardive du bulletin de liquidation. Deuxièmement, cet audit de la Cour des comptes révèle que le ministère en charge des mines accuse des retards dans le traitement des dossiers des demandeurs de permis de recherche d'or. Le décret portant gestion des titres miniers et autorisations donne un délai maximum de 60 jours calendaires à compter de la date de délivrance du récépissé d'enregistrement du dossier. Mais comme vous pouvez le constater sur ce tableau, les retards atteignent parfois 200, voire 320 jours. Troisièmement, la Direction générale du cadastre minier n'effectue pas régulièrement ses missions de contrôle et de suivi des activités des titulaires des permis de recherche d'or. La raison avancée par la dite direction dans ce rapport est l'insuffisance de moyens matériels et financiers, l'insécurité et la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, pour améliorer la gestion des permis de recherche d'or au Burkina Faso, cet audit de la Cour des comptes recommande la disponibilité continue du logiciel EMC+, Electronic Mining Cadastre, un système informatisé d'octroi des permis et une actualisation de la carte topographique dans le système géodésique national. Toujours dans le registre économie, on parle à présent de cette trouvaille de la télévision BF1 qui promeut l'entrepreneuriat des jeunes. La 3e édition de l'émission télé-réalité Pépite d'entreprise a consacré cette année Rainatou Kaboré, la Pépite d'or 2023, accompagnée par l'équipe organisationnelle, est allée présenter son prix au parrain de l'événement, Idrissa Nassa. Justin Amonto, témoin de l'événement, nous en parle. Accompagnés par le directeur général de la télévision BF1, les finalistes de l'émission Pépite d'entreprise saison 3 sont reçus en audience par Idrissa Nassa, parrain des Pépites. Avec à leur tête la Pépite d'or 2022, ils sont venus présenter leurs vœux au parrain, mais surtout présenter au parrain le trophée Pépite d'or 2022. Je tiens à remercier le parrain pour l'honneur qu'il nous fait de nous recevoir, parce que depuis le début, il nous a montré qu'il est là et
qui sera toujours là. Et nous sommes venus lui présenter nos meilleurs vœux et également lui présenter le trophée Pépite d'entreprise. Le remercier encore pour sa présence tout au cours de l'aventure. Outre les félicitations et encouragements, le parrain se dit fier de ses filleuls. Il profite de cette rencontre pour partager avec eux des conseils importants pour le développement de leurs entreprises. C'est vraiment un plaisir donc d'avoir des filleuls comme eux. Et à travers donc l'émission, ils ont démontré leur détermination et leur engagement pour leur projet. Et je tiens à les féliciter tous et à les encourager à poursuivre leur projet et à travailler à en faire des entreprises, des grandes entreprises qui feront la fierté de l'économie de Burkina Faso. Le parrain a aussi souligné l'esprit de solidarité entre les anciens et les nouveaux participants de l'émission Pépite d'entreprise. Et je tiens à les féliciter et à encourager cet esprit de solidarité et d'entraide entre les pépites, qui sont des valeurs que je prône et que je souhaite voir promouvoir entre eux, entre elles, et de sorte à ce que chacune des pépites profite de l'expérience des autres pour qu'ensemble, ils puissent se construire et se développer ensemble. Cette rencontre avec le parrain est une tradition, selon le promoteur de Pépites d'entreprise. Le parrain n'a pas pu effectuer le déplacement lors de la finale. Donc c'est dans la tradition également de cette compétition qu'à l'issue de la finale, on vient de voir le parrain pour lui présenter le trophée et également lui faire un point de visu de tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu se dérouler. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui que le parrain reçoive les pépites, puisse leur prodiguer les encouragements, les félicitations également. Et par ailleurs, en termes d'innovation pour les éditions à venir, il a les conseils qu'il a pu donner. Donc aujourd'hui, quand on regarde ces pépites, qui depuis la première édition aujourd'hui, pour ce qu'ils ont pu devenir, sous toujours le conseil du parrain, nous pouvons être satisfaits. Le parrain profite à adresser ses félicitations à tous les participants de Pépites d'entreprise édition 2022 et il fait une mention spéciale aux demi-finalistes de la 3e saison. Sport, football à présent avec cette interrogation. Le championnat national de Ligue 1 qui reprend le 13 janvier prochain, va-t-il se jouer avec ou sans l'AS Yenenga? En tout cas, au passage de notre équipe de reportage hier sur le terrain d'entraînement de la vieille de Zempasgo, elle a trouvé porte close, terrain d'entraînement vide et des supporters dans la désolation qui ne savent pas à quel sens se vouer. Le constat de Madizongo et Maxime Ilboudo. La Ligue 1 reprend de service le 13 janvier prochain. À quelques jours de l'échéance, l'AS Yenenga n'est pas su d'être au rendez-vous le 13 janvier au stade Woubi face au RCB à Bobo-Dioulasso. Vous êtes venu, vous êtes entré dans la cour, vous avez vu. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Le match avancé le 13. Donc disons 3-4 jours de cela. Bon, toujours pas de nouvelles. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans la maison de Genève. Les joueurs qui ont 4 mois d'arriérés de salaire sont dispersés. L'AS Yenenga serait victime des divergences entre les dirigeants sous des relents de combat politique. Au moins si on voit quelqu'un qui peut nous expliquer, on pourrait savoir où se trouve sur le problème. Personne ne vient. On n'a pas vu le coach, on n'a pas vu les entraîneurs et on n'a pas vu les joueurs ni aucun dirigeant. C'est nous les supporters encore qui sommes là. En début de saison, la vieille de Zempasgo a été la dernière équipe à reprendre les entraînements. Le recrutement a été pour le moins bâclé. L'effectif n'a jamais été au complet pour travailler. Les joueurs utilisent la technique du faux malade pour sécher les entraînements et les matchs. Lors de la 15e journée contre Majestic à Zignaré, l'ASFA a aligné 20 joueurs, dont 8 malades. Les dirigeants actuels disent manquer de ressources pour financer le club. Bon, les dirigeants c'est trop dit. C'est comme ce que j'ai dit. Dirigeant, qui va avoir problème avec quel dirigeant? Il y a qui et puis qui? Le seul président que nous on connaît, c'est Armand Benouane. On ne connaît pas notre président. Mais je sais bien que ce n'est pas le problème d'Aéréré. Voilà, tout le monde connaît la situation qui se passe actuellement au pays. Mais on ne sait pas.
Moi, c'était les arrêts. Si les gars ont réussi à jouer les phases aller avec des crédits, bon, c'est que c'est pas les phases retour qu'ils ne pouvaient pas jouer. Mais vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Ceux d'en face qui prétendent avoir les moyens interviennent au besoin pour éviter l'inéluctable. Pour le déplacement à Bobo Dioulasso face à Royal, les joueurs refusent d'embarquer dans le car. Un supporter bien connu pour son activisme politique vient les offrir gracieusement 1 million de francs CFA tout en laissant un numéro où on peut le joindre. Avec un peu plus de 30 000 francs CFA en poche, la route de Sia était ouverte. Cette deuxième partie de saison ne présage rien de bon pour le club créé en 1947 par l'abbé Ambroise Ouédraogo. L'actualité hors de nos frontières ce mardi nous conduit d'abord au Sénégal où, comme annoncé par le président Macky Sall au lendemain de l'accident meurtrier survenu à Kaffrine, c'est désormais chose faite. 23 nouvelles mesures viennent d'être prises pour améliorer la sécurité routière. Il s'agit notamment de l'interdiction de circuler entre 23h et 5h du matin sur les routes interurbaines faites aux véhicules de transport public de voyageurs. On en sait davantage avec nos confrères d'Africa News. Après l'accident de bus qui a fait au moins 39 morts et une centaine de blessés près de Kaffrine dans le centre du Sénégal, le gouvernement a annoncé des mesures immédiates pour améliorer la sécurité routière dans le pays. Les véhicules de transport public de voyageurs seront notamment interdits de circuler sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin. Plusieurs d'entre eux circulent la nuit de région en région et ils sont un des principaux moyens de transport au Sénégal, mais ils sont aussi à l'origine de nombreux accidents. D'autres mesures ont également été annoncées, comme l'interdiction d'importer des pneus d'occasion. Des arrêtés seront pris d'ici 72 heures pour rendre exécutoires les 23 nouvelles mesures annoncées. Chaque année au Sénégal, les accidents de la route tuent officiellement 700 personnes. Après le drame de Kaffrine, le président Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours. Cet accident est le plus meurtrier que le pays a connu ces dernières années. Selon les autorités, la collision entre les deux bus serait due à l'éclatement d'un pneu d'un des véhicules qui a alors dévié de sa trajectoire. Après le Sénégal, cap sur le Rwanda qui ferme désormais ses frontières aux réfugiés congolais fuyant les combats dans l'est du pays. L'annonce a été faite ce lundi par le président Paul Kagame qui pointe du doigt les multiples accusations de soutien aux rebelles du M23 qui pèsent sur son pays. Regardez. Le Rwanda ne peut plus accueillir de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. Déclaration ce lundi du président rwandais Paul Kagame et dernier épisode en date de vives tensions entre Kigali et Kinshasa. Dans l'est de la RDC, les combats entre forces gouvernementales et rebelles du M23, une ancienne rébellion Tutsi, ont exacerbé ces tensions. Kinshasa accuse Kigali d'encourager le M23. Le Rwanda nie toute implication et impute la responsabilité de la crise en RDC aux autorités congolaises. Reste que ces violences ont poussé de nombreux Congolais à migrer dans les pays voisins, dont le Rwanda. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, le pays comptait en novembre 2022 quelques 72 000 réfugiés congolais. Des initiatives diplomatiques ont été lancées pour tenter de résoudre la crise de l'Est de la RDC, où une force régionale est-africaine dirigée par le Kenya est en cours de déploiement. Cette bonne nouvelle avant de nous quitter, la situation du Hajj se normalise enfin. L'Arabie Saoudite n'imposera pas de limite sur le nombre de pèlerins au prochain Hajj prévu fin juin 2023. Plus de limite d'âge ni de nombre pourront donc accomplir le 5e pilier de l'islam. Cette année, tout musulman désirant le faire et ayant bien sûr les moyens, comme prescrit par le Coran. Annonce faite hier par le ministre en charge du pèlerinage de la Terre Sainte. Voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain pour un autre point de l'actualité. Bonsoir à toutes et à tous.